Quand un gars pète le doigt, par exemple, exemple concret, c'était Julien Berthe, qui avait cassé le doigt d'un journaliste sur l'île des Vérités. Et j'ai connu les boîtes de prod perverses, j'ai connu les gars qui se défoncent à la drogue et qui deviennent malades mentaux avec les gens qui sont invités. J'ai connu genre des stratagèmes pour faire boire machin avant le live, le direct, parce que genre on sait qu'elle boit un peu. Et à un moment ils me disent ouais tu veux faire les anges et tout, bah fous-toi à poil, montre-nous, fais une danse et tout, fais un truc, fais l'hélicoptère comme ça en rigolant avec ta queue. Et j'étais en mode, non mais les gars, il est 15h30, vous êtes 6 devant moi, je viens de signer une décharge que les images, elles vous appartiennent pour ce casting. Là, vous me faites venir, c'est même pas moi qui ai demandé, tu vois, et vous voulez que je fasse la p*** devant vous. Un résultat qui soit ça, attendu par la prod, en ça de temps, et ben, plus la drogue, tu vois, qui te perturbe un petit peu, ça te fait des espèces de monstres qui te demandent de te foutre à poil et de faire l'hélicoptère avec ta bite presque, tu vois, pour une émission. Tu penses que des membres de la prod en consomment aussi? Tout est fait pour que tu deviennes obèse, tu vois, et que tu puisses pas gérer ton corps et ta nourriture. Comment ça, tout est fait pour que tu deviennes obèse? C'est la première fois que j'entends ça. Là, ça me rend ouf de me parler parce que je me dis, j'ai failli me faire tuer. Je me suis fait courser pendant une demi-heure et il voulait me tuer, le gars. Et la prod, elle en avait rien à foutre là-bas. Hein. Bonjour Jarko. Bonjour Sam. Je le dis bien cette fois. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que Jarko, Zarko, à chaque fois je me mélange. Bref, Jarko, tu as participé à Secret Story 5. Ça remonte à maintenant. 2011, ça fait quand même pas mal de temps. C'était en 2011, c'était aux côtés de ton frère, Géco, mais aussi d'Ayem Enchanté, d'Aurélie Vandalen ou encore de Marie Garé. Depuis Secret Story et l'île des vérités, ça c'était sur Énergie 12, tu n'as plus fait de télé-réalité en France, tu as participé à 2 télé-réalités dans ton pays d'origine en Serbie, dont une que tu as gagnée et ton frère avait même dit que tu avais été retenu malgré toi, que tu avais été séquestré dans l'une d'elles, on reviendra dessus. Exactement. Niveau pro et perso, tu as très bien évolué depuis toutes ces années puisque tu brilles, Jarko, dans le domaine de la biotech. Tu agis au travers de ta start-up qui s'appelle l'Iné Paysage pour réparer notre planète, comme tu aimes bien le dire, je crois. Exactement. Pour développer les consciences éco-responsables et humaines de tout un chacun. Restez avec nous, vous allez voir l'évolution. Elle est juste spectaculaire et hyper intéressante. Et Jarko, bienvenue. Merci de m'accueillir. Voilà, bienvenue en interview en toute intimité, ça me fait très plaisir. Avant de revenir sur ton parcours, avant de parler de Secret Story, avant de parler de ton évolution dans la biotech, j'aimerais qu'on parle de tes origines. Tu es serbe, Oui. tu es né en Serbie. Exactement. Tu es resté en Serbie jusqu'à tes 5 ans et demi. Oui, exactement. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme culture dans ta vie de tous les jours, en tant qu'homme que tu es devenu, tes origines? Alors, je dirais que comme je suis venu en France très jeune, mais j'avais déjà appris à écrire et à bien parler, en France, j'ai eu une petite césure un peu violente quand je suis arrivé, parce qu'il fallait que je refasse tout depuis le début. Quand tu es petit et que tu es assez fier de montrer que tu sais écrire à 5 ans et demi, tu es en mode un peu deg. Quand tu arrives dans un pays, il faut tout recommencer. Je dirais que ça m'a apporté le fait que je suis dans ce que je suis par rapport à ma façon de m'exprimer, mon vocabulaire et tout, le reflet exact de ce que la France, via son système éducatif, crée. Donc je dirais que je suis plus français que certains Français, parce que c'était on va dire mon échappatoire, c'était l'école. Il fallait que j'apprenne, il fallait que je sois bon, quoi, parce que j'ai toujours voulu être bon élève de toute façon. Mais du coup, je suis vraiment le reflet de ce que la France crée, quoi. Comment tu décrirais la culture serbe? Elle est assez... comment je pourrais dire? Elle est très proche de l'humain, déjà, par rapport à la culture française où les personnes âgées finissent en maison de retraite. En Serbie, comme dans plein d'autres pays du monde, c'est culturellement, les personnes âgées restent dans le foyer et le foyer se construit et se résonne même dans une projection future avec les parents qui restent dans le foyer et qui des fois changent d'étage. Globalement, ils restent au rez-de-chaussée et puis la maison s'agrandit. Mais déjà, c'est une autre approche humaine. Avec plus de rapports familiaux, moins de réticence à garder les personnes âgées avec soi. Et ça se résume dans la ville, les villes de Serbie, mais d'Europe de l'Est, mais dans d'autres villes qui résonnent un peu de la même façon. Il y a beaucoup de mendiants dans les rues. C'est très mal vu pour une famille d'avoir quelqu'un de sa famille qui soit connu comme mendiant ou qui fait la manche quelque part. Souvent, c'est une honte. Même si ça peut être mal pris de dire là que c'est une honte, mais ça permet, dans ce raisonnement plus familial, de garder tout le monde dans le foyer. Une tante, quelqu'un qui a réussi, va toujours dire à un membre de sa famille, ne sois pas dans la rue, viens chez moi. Donc de se préserver. Voilà, exactement.
Et c'est par rapport à ton frère, suite à un accident qu'il a eu, que, Ouais. que ta famille, tes parents ont décidé de quitter la Serbie pour venir s'installer en France. Exactement. Mon frère, il a eu un accident à l'œil droit quand il était tout petit, on avait 3 ans et demi. J'étais pas vraiment à côté quand c'est arrivé et je me dis heureusement parce que j'aurais vu un truc hardcore, quoi. Mais il a fait plusieurs opérations en Serbie pour essayer de récupérer la vue de cet œil droit. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi j'étais assez loin de lui, donc j'ai vraiment rien vu. Mais j'ai subi le truc parce que quand c'est arrivé, très vite ça a commencé à crier de partout et je me suis retrouvé seul dans un square avec en mode ton frère il est parti à l'hôpital et tout. En gros, on avait genre, 3 ans et demi. C'était à l'époque de Robin des Bois qui cartonnait partout. Et du coup, mon frère est dans un petit parc pour enfants dans la partie sable où tu joues en mode à 3 ans et demi à faire des châteaux et tout. Mais dans ce square, il y avait des jeunes de 12, 13, 14 ans qui s'amusaient à jouer à Robin des Bois. Du coup, avec des arcs et des flèches, un peu genre à la tradie quand t'es enfant, avec des cordes. Et le malheur du monde a fait qu'une des flèches tirée par un des enfants en jouant à la quoi, s'est plantée dans l'œil droit de mon frère. Du coup, hôpitaux, opérations. Mes parents, heureusement, ils avaient quand même un niveau de vie assez élevé parce que tout coûtait cher. Après, on est venu en France pour faire d'autres opérations pour essayer de faire revenir la vue à cet œil qui avait été abîmé. Il n'avait pas perdu son œil. Non, il n'a jamais perdu son œil, mais il a perdu la vue de son œil. Ok. Et de son œil droit en France, ça coûtait aussi extrêmement cher parce qu'on n'est pas dans l'Union européenne et tout. Donc venir en France et puis le foutre dans un hôpital et faire des opérations sur opérations. Du coup, on a fait tout ça et de fil en aiguille, vu qu'il y avait quand même des suivis à faire et tout, et que malgré tout, à l'époque, le savoir, on va dire, oculaire, médical était le plus poussé à Paris. Du coup, on est resté. Ok. Après, la guerre a commencé. Elle avait commencé en 92, donc quasiment au même moment où on venait, mais elle n'avait pas d'impact sur nous. On était de la capitale. Mais après, ça a commencé à avoir un impact dans la ville, dans la vraie ville, dans la capitale de Serbie. Du coup, de fil en aiguille, le fait qu'il fallait faire des examens poussés et souvent sur l'œil de mon frère et le fait que la situation en Serbie se dégradait énormément, on est resté, quoi. Ok. C'est Voilà. ton frère jumeau, hein? Ouais. C'est lequel est arrivé en premier? Mon frère, avec 5 minutes d'avance. Et alors, attends, 5 minutes d'avance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est qui le plus vieux? Lui, il est plus vieux. Hein. Après, genre, il y en a qui sont à discuter sur qui va être créé en premier chez les jumeaux et tout. Sous-entendu, celui qui est dans le fond, qui sort en deuxième, il serait peut-être plus âgé. Mais on ne va pas remettre en question le fait que ta date de naissance compte au moment où tu sors du ventre de ta mère et pas le moment où tu es conçu, quoi. Et puis là encore, ça sous-entendrait que ce soit une logique réelle, mais personne ne peut garantir qu'il n'y avait pas un ovule qui s'est déplacé après être fécondé et tout. Donc, c'est aléatoire d'aller dans ce sens. T'es très à l'aise avec ta sexualité? Ça va, ouais. Je peux t'en parler sans aucun problème. Tu peux m'en parler, mais après, genre, de toute ma vie, de toutes les émissions que j'ai fait et tout, c'est un sujet que je trouve qui doit rester genre, dans l'intimité de tout le monde. Ok. Donc, j'ai vu pas mal de gens, et j'en ai connu, qui parlaient de leur sexualité assez ouvertement, et ça a toujours été préjudiciable. Je ne vais pas citer d'exemple, mais il y a eu des phases où, genre, dans la rue, au lieu d'entendre le prénom d'une personne, j'ai entendu des caractéristiques liées à sa sexualité qui a été balancées Des en mode insultes? même pas des insultes, mais il y en a qui ont fait Secret Story, j'ai pas envie de les nommer parce que je les adore, qui dans la rue, quand je marchais avec eux, on disait pas leur prénom, on disait ah regarde c'est le de. Genre le gay? Ouais, le gay de. Ou ce genre de choses, mais que ce soit un gay ou pas un gay. Des choses qui sortaient comme ça, et j'ai toujours trouvé ça hyper blessant, et les gens ont tendance à résumer. Une personne qui crie ça dans la rue n'est pas forcément à vouloir blesser la personne, mais les résumés peuvent facilement blesser. Donc c'est des trucs que j'essaye de pas trop aborder. Les gens, ils ont tous le droit à leur intimité. Là, dernièrement, en plus, avec toutes les discussions qu'il y a autour de cisgenre, transgenre et tout ce qui s'ensuit, le fait de toujours parler de ça, ça aide pas à un apaisement chez les gens qui sont un peu timbrés, tu vois. Tu crois? Ça fait parler d'une chose qui doit être apaisée et compris par ces gens qui pourraient être néfastes, mais un surplus de ça, un surplus n'est jamais bon, quoi. Un surplus d'une discussion qui est trop présente sur des thèmes qui sont genre clivants, des fois il faut une petite pause puis revenir. Il y a des techniques quand même à avoir, sinon c'est trop. Et le mot trop, il en dit trop, quoi, déjà. Bien sûr. Après, ça doit pas être clivant. Non, mais ça doit pas être clivant, mais la société, elle est de plus en plus clivante sur plein d'aspects. Et il y a quand même des choses qu'il faut garder pour soi si on estime que, et surtout moi qui les ai vécues, des situations qui peuvent être vraiment très blessantes pour certaines personnes, que ça peut te revenir à la gueule.
C'est-à-dire que tu as vécu déjà des situations j'ai blessantes vécu, par rapport à ça? pas moi, mais j'ai vécu, enfin, pas me concernant directement. Au travers de personnes que tu connais? Ouais, qui étaient à côté de moi, on marchait dans la rue et tu entends, genre, t'as beau, enfin, les gens, ils sont peut-être à 5 mètres, ils pensent parler sans qu'on puisse les entendre. Tu as dû connaître aussi des situations où tu entends des conversations et les gens, ils pensent que tu les entends Bien pas. sûr. Mais bon, on n'est pas sourd, tu vois. Du coup, au quotidien, comme ça, entendre des petites choses qui, des fois, peuvent paraître anodines pour la personne qui les prononce, en lien avec la sexualité, ça peut Bien vraiment sûr. blesser les gens. Parce que moi, la seule chose qui m'intéressait, c'est pas ta sexualité, ce que tu fais de ta sexualité, c'est juste quand on grandit avec un frère jumeau, tu vois, Ouais. comment on évolue quand à un moment donné dans sa vie, en grandissant, on se dit ah en fait je suis pas comme lui. C'est Tu drôle. vois, voilà, moi c'est juste ça qui m'intéressait. C'est drôle. Alors déjà, quand on était petit, on était habillés toujours de la même façon. Donc quand tu es tout petit, tu trouves l'avantage, c'est que quand tu aimes bien une sape et que tu la salis, pour peu que ton frère n'ait pas mis la même chose au même moment, tu te dis, ah, ben, j'en ai un autre qui est propre qui m'attend. Donc ça, c'était des petits aspects cool. Après, dans la construction, on a toujours été séparés. Je dirais que un des avantages de la structure scolaire française, c'est qu'on sépare souvent les jumeaux. Donc déjà, j'ai pas eu à côtoyer mon frère tous les jours de ma life, H24. Donc en Serbie, on a tendance à un peu des fois garder les jumeaux ensemble. Parce qu'on estime que comme ils sont très famille, on ne sépare pas la famille. Alors qu'en France, on dit, OK, les jumeaux, surtout quand tu es étranger et que tu ne parles pas ultra bien français quand tu intègres le système scolaire, ils se disent, bon, on va les séparer, ça va les aider. Du coup, déjà, j'ai eu ça un peu qui m'a aidé. Je n'ai pas été H24 avec ma copie conforme. Parce que petit, on se ressemblait énormément. Tu vois, il y a plein de photos où je suis en mode, je ne sais même pas qui je suis, tu vois. Genre, je ne sais pas si je suis à droite, si je suis à gauche, si la photo elle est un peu loin avec les qualités d'époque des photos, tu es en mode je sais pas lequel je suis. C'était drôle après, à l'adolescence, très vite, comme on avait été séparés, je n'avais pas les mêmes groupes d'amis. Et après, au lycée, on nous a complètement séparés, j'étais pas du tout dans le même lycée. Donc je dirais que c'est drôle quand tu es petit, j'ai eu que les phases cool. Parce que toutes les phases qui pourraient être pas cool pour des jumeaux qui seraient trop proches, je les ai pas trop connues parce que très vite, on a eu des groupes d'amis qui nous ont séparés. Et mes parents ont toujours été très libres. J'ai pas eu des parents qui me disaient tu dois être à la maison à 8 heures. C'était en mode tant que je sais avec qui tu es ou où tu es, tu peux être en dehors de la maison jusqu'à l'heure que tu veux. Donc du coup, ça nous a quand même aidés. Si j'avais eu des parents un peu différents, hyper stricts sur les horaires, à pas trop me laisser sortir et tout, peut-être que le fait d'avoir mon jumeau si proche tout le temps aurait été dérangeant. Mais là, j'ai eu que les bons côtés, quoi. Et quand j'étais petit, j'aimais bien avoir les mêmes sapes que mon frère. Je trouvais ça drôle, je nous trouvais mignons. Sur les photos, j'étais en mode, oh là là, au moins on savait qui on était, quand on était les deux petits jumeaux. Après, tu vois, en Serbie, il y a eu plein de trucs qui se sont écrits sur pas mal d'aspects et tout. Là-bas, c'est beaucoup plus clivant parce qu'il y a quand même des gens qui sont genre vraiment timbrés. Il n'y a pas de CSA, il n'y a pas de trucs comme ça. Donc les gens sont assez libre d'être très néfaste, tu vois. C'est-à-dire que dans la presse, il y a eu des choses pas dans cool la qui ont presse été et surtout écrites. dans l'émission, tu vois, j'ai fait la dernière mission que j'ai fait qui était plus un acte politique. Je me suis fait courser par un gars, rien que d'en parler, ça me rend ouf. Il avait cassé une bouteille de whisky, il voulait me tuer, le gars, tu vois. Il m'a coursé dans l'émission. Parce que, genre, il me détestait, parce que j'étais venu de France, parce que j'étais sûrement un peu mignon, parce que j'avais gagné une télé-réalité là-bas. Et qu'arrivant dans cette télé-réalité, la deuxième que j'ai fait, j'étais un peu l'ennemi à abattre ou à discréditer sur tous les plans qu'on pouvait atteindre. Et du coup, genre, en France, bien heureusement, c'est pas comme ça. Et tu es beaucoup plus libre d'être qui tu veux, tu vois. On va reparler de ces expériences télévisuelles en Serbie un petit peu plus tard. Tu vois, ça me rend ouf de me parler parce que je me dis, j'ai failli me faire tuer. Je me suis fait courser pendant une demi-heure et il voulait me tuer, le gars. Et la prod, elle en avait rien à foutre là-bas. Hein. Là-bas, c'est pas une prod. La prod, quand je me suis plaint, on en reviendra, mais ils m'ont dit, défends-toi, frappe-toi. Embrouille-toi, défends-toi, frappe le gars. Et mais si tu veux, on peut en parler maintenant. Non, t'inquiète. Non, on peut et on reviendra sur Secret Story. Secret Story après, c'est assez dingue quand même ce que tu racontes en vrai. En fait, j'avais fait, après Secret Story, on m'a invité avec Mission mon frère. Parovi. Non, ça c'était mon frère. Parovi, c'était mon frère. Non, Parovi, c'était moi. Attends, Parovi. Ça, c'est la deuxième. Non, moi, je faisais Adloga. Non. Moi, j'ai fait Secret Story. Après Secret Story, on nous a invités à faire Big Brother VIP, qui est l'équivalent qui est l'équivalent de Love Story à l'époque. Donc c'était un peu Love Story VIP. C'est là que j'ai gagné. Après j'ai fait l'île des vérités, juste après ma France, victoire. avec ton frère. Juste après ma victoire de Secret du Big Brother serbe. De Big Brother serbe, ouais, pardon. Du Big Brother serbe, j'ai été invité à l'île des vérités. Et après l'île des vérités, mon frère a fait une télé-réalité en Serbie où il a été séquestré, c'était intense. On a eu des procédures judiciaires contre la boîte de prod qui avait fait ça avec mon frère. Et on a été confrontés au fait de la corruption des grosses boîtes de prod en Serbie. C'est-à-dire c'est la mafia là-bas? Ouais, très simplement, il était séquestré, on voulait le sortir, même nos avocats n'avaient pas accès à lui. Et quand on allait essayer de faire des procédures pour avoir accès à mon frère, notre avocate, qui était quand même une bonne avocate, nous disait, même avec le commissaire de la police du district,
Je peux pas. Attends, Jarko, excuse-moi, mais ça paraît complètement dingue, hein. Je remets pas en doute une seule seconde. Mais comment ton frère a pu être séquestré dans une télé-réalité en Serbie ou ailleurs? Et ben c'est comme ça. Tu vois, moi, après, j'en ai fait une autre, on a essayé de me séquestrer. Sauf que mon frère, quand il essayait de sortir et qu'on le retenait... Alors, très bonne question, j'ai posé la même question à mon frère. Je lui ai dit, comment tu fais pour te faire séquestrer? Si tu veux sortir, tu sors. Mais exemple, il me répondait, ouais, mais quand je voulais sortir, il m'envoyait 3 gars de la Sécu qui font genre 200 kilos. Ils m'attrapaient, ils me foutaient dans un isoloir, entre guillemets, une salle d'isolement. Il n'y avait pas de lit, rien, tu étais à même le béton. Ils te gardaient dedans genre une journée et demie. Du coup, tu t'épuisais parce que genre, tu n'avais aucun confort, tu vois, tu devais t'asseoir par terre. Et une fois qu'ils t'avaient genre retiré toute ton énergie en te gardant dans une salle pourrie dans laquelle tu ne pouvais pas sortir, ils t'ouvraient la porte et ils te remettaient dans la maison. Et il me dit, la seule chose à laquelle je pensais à ce moment, c'était pas m'évader, c'était aller dormir, tu vois. Mais c'était une prison, en fait. Bah, ouais, c'était une prison. Et avec des techniques bien rodées, tu vois. Si tu étais trop à vouloir sortir, normalement, tu as le droit. Bah, il t'épuisait en te mettant dans une salle où tu ne pouvais pas sortir. Et après, il savait qu'en te lâchant, bah, entre-temps, ton énervement s'était tassé, ta fatigue était devenue immense, et puis tu allais vers le lit après quand il te lâchait. Et c'est connu, ce système, ces méthodes-là en Ouais, Serbie, dans la télé-réalité? Ouais. Moi, après, j'en ai fait une autre, tu Ouais. vois. Quand mon frère a vécu ça, je me suis embrouillé un peu avec lui en mode comment tu as pu te faire séquestrer. Il m'a expliqué, j'ai compris. Et quand on m'a reproposé une émission en Serbie qui n'était pas du tout censée être violente et tout. C'était quoi le concept? C'est toute une ville, vraiment comme une ville avec un immense lac et tout en polystyrène et tout, mais immense. Hein. Il y avait un casino, un centre commercial. Qui sont d'ailleurs des marques de vrais établissements qui existent dans la vraie vie en Serbie. Le centre commercial. Donc qui finançait quelque part la Ouais, télé, qui la finançait production. une partie et tout, et du coup, tu vivais ta vie dans Zadruga. C'était un peu l'association, entre guillemets. Tout le monde vivait ensemble, il y avait même une ferme. Il n'y avait pas vraiment de concept. C'est encore une fois comme un love story avec des conditions hors normes. Et qui dure plusieurs mois, je Et qui crois. dure plusieurs mois. Ça peut durer même très longtemps. Ouais, ça peut durer C'est un peu même comme les Sims. Ça peut durer comme un an, ouais. Un an. J'ai déjà tu vois. entendu parler de ce concept Et, qui vient des États-Unis. Et du coup, genre, ça génère énormément d'audience parce que c'est hyper violent. En Serbie, il n'y a pas de CSA, il n'y a pas d'organisme de contrôle comme en France. Du coup, très rapidement, bah, y a des trucs que la population va dire c'est outrancier, c'est horrible, ça ne doit pas exister. Mais il n'y a aucun organe qui va dire à la boîte de prod, change tes méthodes. Mais vous deviez faire quoi dans cette C'est émission? juste vivre. Juste vivre. Juste vivre. C'était un love story. Après, il y avait des conditions sur la bouffe. Tu avais un budget qui t'était alloué par le président élu de la maison. En général, moi, il me détestait, tu vois. Enfin, ceux qui étaient élus, en tout cas, ils me détestaient. Du coup, j'avais un budget de merde, mais c'est avec ce budget que je devais faire toute la semaine. Donc, tu es un peu en dèche de thunes, t'as pas tout ce que tu veux pour bouffer. Bon, après, ça te crée des liens avec des gens en mode, vas-y, moi, genre, j'ai genre des trucs. Mais j'ai ça de bouffe très peu, donne-moi un truc et tout. Oui. Ça faisait des trocs, ça faisait des trucs drôles. Il y avait beaucoup de vols aussi. Du coup, il y avait plein de choses comme ça. Parce que ton frère avait dit te concernant sur Twitter, ils retiennent Jarko de force dans la télé-réalité dans laquelle il participe en Serbie sur Pink TV, c'est ça? Ouais. Jarko a été emmené au poste de police, nous n'en savons pas plus, Jarko est sorti comme un king. Parce que moi, quand il m'avait invité dans cette émission, comme j'avais vu l'expérience de mon frère, tu vois, j'avais dit au directeur de la chaîne et tout, moi, c'est mort déjà, je vous préviens que si vous commencez à vouloir faire le délire que mon frère a vécu, je brûle, tu vois. Après, vous irez au tribunal et vous justifierez le fait que j'ai dû brûler pour sortir tout de votre programme, enfin la maison et tout, en sachant que si vous me séquestrez contre mon gré, genre j'ai le droit de tout faire pour sortir de cet état, tu vois. Vous êtes à m'attaquer, vous me séquestrez, vous êtes en tort. Moi, pour sortir de cet état de séquestration, dans la loi, genre j'ai rien qui m'autorise, ça doit être proportionné, je vais pas vous tuer, mais je vais commencer à péter vos caméras et foutre le feu à des trucs où on pourra éteindre. Je vais pas nuire à la vie des gens, mais sachez que je ferai ça. Et du coup, quand ils ont commencé à me retenir, d'ailleurs, ils ont mis de la musique pour se foutre de ma gueule. Ils n'avaient jamais mis de musique dans la maison comme ça. Et quand je leur ai dit je vais partir, ils m'ont envoyé la sécu pour me foutre dans une espèce de pièce d'isolement. Mais tu connais tes droits. Donc quand tu connais tes droits, on te laisse un peu. Donc j'aurais dit il y en a un qui me touche. Je le mets au prud'homme parce que la Serbie fait partie des pays qui sont censés être rattachés aux droits de l'homme, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc de liberté et tout. Donc même si ça se réalise dans les programmes là-bas, ce n'est pas censé se réaliser, tu vois, c'est pas censé exister. Du coup, ils me lâchaient, du coup, ils n'avaient pas d'emprise sur moi, tu vois. Si t'es apeuré et tout, ils t'emmènent. Si tu sais quoi dire, ils te lâchent, tu vois. Et du coup, au bout de 3 heures qu'ils me lâchaient pas, je leur ai dit, bon, bah là, ça commence à être long. J'ai commencé à tout péter, à tout casser. Et quand j'ai commencé à tout casser, ils ont appelé la police. La police est venue et c'était trop drôle parce que je suis sorti de cette maison où, genre, ils essayaient de me séquestrer après 3 heures, où je marchais. Et la police qui regardait elle-même l'émission, qui sont des gens normaux, Dieu merci, c'est peut-être mafieux, mais les gens sont quand même normaux. Il me serre la main et il me dit « Bonjour, monsieur Stonanovich, ne vous inquiétez pas, c'est qu'une formalité et vous partez chez vous après, tu vois. »
Et la prod, après, a menti. Elle a dit que j'avais pété un câble, que j'avais abîmé mon micro, là, le même délire que ça, ce qui n'est pas vrai et tout. Et que du fait de mon pétage de câble, ils ont appelé la police et ils ont dû me sortir de la maison. Ce qui n'était pas le cas, tu vois. Et c'est véritablement une mafia là-bas qui produit de la télé-réalité? Ouais. Et ça m'effraie parce que ce niveau de délinquance, de malsainité qui crée de l'audience et tout, la France, je nous pensais épargnés, mais ayant fait de la télé-réalité en France, ayant été appelé dans des programmes où je suis allé faire les castings et tout, de plus en plus, on est en mode... j'ai l'impression que ça va devenir un miroir du même niveau que ce qu'il y a en Europe de l'Est. Par rapport à ce que tu vois dans la télé-réalité d'aujourd'hui, tu trouves que c'est de pire en pire? C'est de pire en pire, et les boîtes de prod, elles sont malsaines dans leur façon d'être sans même s'en rendre compte. Genre, moi, j'ai fait à un moment, il m'avait appelé pour faire le casting des Anges, par exemple, tu vois. Donc, j'y suis allé. Et à un moment, durant le casting, alors en plus, j'étais bouclé, j'étais musclé à l'époque et tout, donc j'étais encore moins à avoir des complexes sur mon corps, tu vois. Et à un moment, ils me disent, ouais, tu veux faire les Anges et tout, bah, fous-toi à poil, montre-nous, fais une danse et tout, fais un truc, fais l'hélicoptère comme ça en rigolant avec ta queue. Et j'étais en mode, non mais les gars, il est 15h30, vous êtes 6 devant moi, je viens de signer une décharge que les images, elles vous appartiennent pour ce casting. Là, vous me faites venir, c'est même pas moi qui ai demandé, tu vois, et vous voulez que je fasse la pute devant vous. Mais tu vois, donc, tu sais que si tu acceptes de faire ça, ils l'ont demandé à moi, ils l'ont demandé à tout le monde, tu vois. C'est un directeur ou une directrice de casting qui t'a demandé ça? Ouais, ils étaient 4 ou 5, je sais plus qui c'était, je m'en fous enfin, je les ai plus jamais revus, je leur ai dit, allez vous faire foutre, et je suis parti, tu vois. Mais tu sais que s'ils posent ce genre d'ultimatum, entre guillemets, genre montre-nous que tu veux jusqu'à ce stade, puis on te prendra. Bah, si tu acceptes ça, après tu vas accepter quand ils viendront te voir, va t'embrouiller avec machin. T'assimiles ce genre de demande extrême à quoi? À une soumission. Si tu te soumets à cette demande, ça veut dire que ta dignité, elle n'existe même pas trop, tu vois, et que tu n'as même pas conscience de ce que c'est être digne. Du coup, genre, si tu sais pas ce que c'est la dignité, tu vas embrouiller quelqu'un facilement. Par exemple, dans l'île des vérités, il y avait des rédactrices en chef, pendant que quelqu'un pleurait au bout d'une jetée en mode pas bien, qui allaient voir d'autres candidats. Donc là, les gens, ils le savent pas, mais nous, quand on est filmé, on entend les conversations de l'ingénieur son, du caméraman, de la rédaction chef, avec les journalistes qui sont tous à écrire des trucs. Et les journalistes allaient voir des candidats qui sûrement devaient s'être mis à poil quand ils leur demandaient. Et ils disaient, ah, il y a Laura qui est en train de pleurer au bout de la jetée. Vas-y, va lui dire ça, va lui dire ça, va lui dire ça. Puis la meuf ou le gars arrivait en trompe. Et puis la meuf, elle repleurait davantage. Mais ça, c'est des cas où tu mets normalement la boîte de prod au prud'homme et tu les défonces, tu vois. Mais c'est des pratiques usuelles. Mais alors pourquoi aucun candidat ne fait ça? Les exemples, ils sont ils sont peu nombreux. Je pense à Aurélie Preston. Aurélie Preston qui a attaqué en justice une boîte de production. Parce que ceux qui attaquent les boîtes de prod, il y en a, tu vois, Mogo de ma saison de Secret Story, elle a attaqué... Morgane Anselme. Ouais, mais c'est vrai que c'était ta saison. Oui, c'était ma saison. Elle a fait sa vidéo des années après, elle a sorti un livre, je l'avais reçu. Ouais, elle a vraiment attendu le délai légal. Il y a un délai légal dans le contrat pendant lequel tu n'as pas trop le droit de parler, d'aborder les termes du contrat. Comme elle les avait attaqués et qu'elle avait gagné, tu vois, je crois qu'elle a gagné plus de 40 000 euros, tu vois, sur le fait que c'était indigne, que c'était une sorte de torture, sur l'aspect alimentaire et tout, parce que, en grosso modo, tout est fait pour que tu deviennes obèse, tu vois, et que tu ne puisses pas gérer ton corps et ta nourriture. Comment ça, tout est fait pour que tu deviennes obèse? C'est la première fois que j'entends ça. Genre, en arrivant dans Secret, par exemple, après, tu vois, il y a des gens qui peuvent très mal le vivre parce que ça va avoir un immense impact sur eux s'ils n'étaient pas prêts à ça. Mais par exemple, genre, on avait beaucoup plus de choses grasses et de mauvaise qualité que des choses bonnes. Et des fois, quand on demandait des choses sur le tableau pour avoir de la bonne bouffe, tu vois, on nous donnait tout sauf les trucs qui étaient bons. On nous sortait des trucs, bah faites le ménage. Mais en même temps, genre, des fois, ils faisaient tout le décor et ils nous remettaient les trucs. Tu vois, ils faisaient le décor, donc ils savent très bien qu'on est beaucoup, qu'on est dans des conditions un peu extrêmes. Et ils étaient capables de tout changer dans la pièce et de laisser les trucs sales et de les remettre aux mêmes endroits où ils étaient, tu vois. Donc, au bout d'un moment, genre, t'es quand même employé, entre guillemets, tu vois. Donc, ton patron, même si ça a un contexte un peu bizarre, différent, biaisé, comme tu veux, il n'est pas censé venir avoir des attitudes qui t'aident pas ou tout du moins qui vont dans un sens où ça te nuit constamment, tu vois. Donc si on te donne que de la mauvaise bouffe, bah on te nuit, tu vois. Si on te donne comme exemple, bah nettoyer un peu, mais le truc il fait 200 mètres carrés, mais ça a même pas de sens, tu vois, c'est sur de la bouffe. C'est quoi cette condition? Genre je dois nettoyer un truc pour avoir de la nourriture, on n'est pas des hamsters, tu vois. Donc il y avait ces aspects-là et elle a gagné sur ces aspects où il n'y avait pas de notion d'heure. On avait genre 1 heure de... Normalement, tu es censé avoir 1 heure de liberté totale, mais comme tu n'as pas l'heure, tu ne peux pas savoir quand c'est.
Donc du coup, l'heure légale qui est censée être dédiée à toi, bah, si tu sais pas quand elle est, bah, c'est comme si elle n'existait pas, tu vois. Donc sur plein de petits aspects comme ça, elle a attaqué, elle a gagné, tu vois. Mais à l'époque de Secret, on va dire que c'était doux. Mais après, dans l'île des vérités, et dans par exemple Les Anges sur ce casting, et ce que j'ai su par la suite, et même les attitudes des producteurs face à nous, candidats, tu vois que qu'ils ont été pervertis par leur taf et qu'ils ont même plus conscience de la méchanceté qui émane d'eux, du fait qu'on est des pions et qu'il faut créer un programme en 30 jours et qu'en 30 jours, il leur faut 48 épisodes. Et que du coup, cet impératif les transforme en monstres. Tu vois ? Genre, par exemple, je sais pas, un exemple un peu perché, j'ai refusé plein d'émissions. Ça, j'en avais un peu parlé, mais là, j'ai refusé plein d'émissions. C'est un truc qui m'a choqué, donc peut-être ça va faire du buzz, mais à un moment, on m'avait appelé pour faire Que sont-ils devenus et tout, et j'avais dit... bon, il y a eu plein de trucs qui m'ont empêché avec mon projet d'y aller. Donc, j'aurais dit, si vous voulez, il faut venir me filmer, je vais être à tel endroit à telle heure. Ils n'ont pas pu. Et suite à ça, j'ai vu l'émission qui avait été montée et je leur ai dit, bon, bah, je la fais plus, votre émission, parce que c'est exactement ce que je vous ai dit que je voulais pas. Une voix off malsaine, qui commence les séquences par de son passé sulfureux, qu'est-elle devenue? A-t-elle réussi à rebondir? Bon, la meuf, elle te dit oui pour ton programme où tu es censé la mettre en valeur. Si à chaque fois que tu introduis une séquence, c'est en mode c'était une grosse merde, parce qu'elle est toujours merde aujourd'hui, entre guillemets, c'est ça, bah, c'est que tu es un enculé, tu vois. Qui produisait ça? Ça, c'était Mathieu Delormeau et Guillaume Frisquet. Tu vois, et du coup, j'avais dit non, je ne vais pas refaire cette émission. Le journaliste, il m'a recontacté. J'ai dit arrête de me contacter, je ne veux pas. Après, j'ai eu un appel de Guillaume Frisquet qui m'a dit oui, tu devrais la faire et tout. Il m'a laissé un message un peu en mode il y a peu de monde qui refuse en fait. Quand tu as fait une télé-réalité, la plupart des gens, dès qu'ils sont appelés, ils y vont, tu vois. Moi, j'avais dit non. Pour un Que sont-ils devenus? Bah, je ne sais pas tous les gens qui ont été contactés, mais il y a quand même, tu vois, dans Que sont-ils devenus et tous ces trucs où tu as une partie du titre qui est en blanc et l'autre partie en jaune. Donc maintenant, ça a été dévié en plein de programmes où tu reconnais la signature de la boîte de prod. Ça fait penser un peu à Tellement Vrai. Voilà. Bah, c'était le même délire, tu vois. Mais du coup, genre, il m'appelle, j'ai dit non. Et après, par exemple, Mathieu Delormeau, un jour, il m'appelle, j'étais au taf, et il me dit oui... avec ton frère, je pensais que vous étiez des gros débiles, mais en fait, il s'avère que non, donc ce serait quand même bien que tu fasses cette émission. Et dans ma tête, je me dis, mais il est fou, le gars. Genre, je viens de refuser aux journalistes parce qu'il y avait une voix off battante. J'ai expliqué le même cas à Guillaume Frisquet en disant que la voix off, en citant des exemples, elle était battante. Et lui, la première chose qu'il me dit, c'est je pensais que tu étais un gros débile. Mais rentre chez toi, tu vois. Du coup, j'ai refusé pas mal de choses. Et genre, de tout cet amas, que je ne vais pas rentrer en détail, de plein d'autres choses, de plein d'autres gens, de plein d'autres émissions où il y avait de la drogue, il y avait pas mal de choses qui me choquaient profondément, tu vois. Dans des émissions dans lesquelles tu as tourné? Ouais, dans des émissions, dans des programmes comme ça. Où il y avait de la drogue? Il y avait de la drogue, dans les émissions de Mustapha El Tracy, par exemple, où genre j'ai vu des trucs, je vais pas rentrer en détail, j'avais rencontré les frères Bogdanov à l'époque, tu vois, mais tu sentais la drogue de partout, quoi, tu vois. Mais et du coup, genre, cette espèce d'agrégat il faut faire un résultat qui soit ça attendu par la prod en ça de temps, et ben, plus la drogue, tu vois, qui te perturbe un petit peu, ça te fait des espèces de monstres qui te demandent de te foutre à poil et de faire l'hélicoptère avec ta bite presque, tu vois, pour une émission. Tu penses que des membres de la prod en consomment aussi? Ah oui, c'est sûr. Cherche pas, il y en a partout. Après, à chaque fois, tu vois les gens qui sont outrés quand tu dis ce genre de choses, mais elle est partout, la drogue, tu vois, genre vraiment, dans les boîtes de prod. Peut-être moins maintenant, parce que... non, peut-être moins maintenant, ça n'a même pas de sens de dire ça. Quand tu fais, genre, la plupart des émissions, surtout les émissions de fin d'année et tout, souvent, ils en font genre 5 dans la même journée. Donc du coup, forcément, comment tu tiens du matin à 6h jusqu'au soir 22h, si t'es pas d'un naturel énergique, plein d'entrain, comme tu pourrais l'être, tu vois, toi, où tu sens que tu as cette énergie en toi, tu vois. Il y a des gens qui sont très énergiques, qui sont joviaux et tout, et tu te demandes à chaque fois comment ils font pour tenir. Ben, il y en a, sans drogue, ils le font, et d'autres, ben, il leur faut de la drogue, tu vois. Et il y a tout ça, ça me fait de plus en plus peur, parce que la limite entre ce qui se passe en Europe de l'Est, hyper violente, et ce qui se passe en France, elle s'affine de plus en plus, tu vois. Dans Secret Story, il n'y en avait pas? Il n'y en avait pas, non, pas du tout. Non, il n'y en avait pas. Et genre, Secret Story, tu vois, genre, je peux dire des choses mauvaises, Mogo a fait un procès pour des aspects de notre vie et tout, mais il y avait quand même un respect de l'humain en dehors de certains petits aspects, genre de ces détails par rapport à la bouffe et tout, mais personne ne nous drivait, personne ne nous demandait d'être méchant, la prod n'intervenait pas vers nous avec des aspects où tu sentais qu'elle était contre toi, même sans compter la bouffe, tu vois, sur ces aspects d'hygiène qui sont propres à cette maison, qui sort du sol, qui n'existe pas. De base, c'est un préfabriqué. Tu ne peux pas rendre un préfabriqué Palace non plus, tu vois. Et dans l'île des vérités qui était tournée à Tahiti? Ah bah là, c'était malsénité de ouf. Je te dis, à un moment, ils ont fait venir les meufs de C'est du propre.
les deux personnes âgées, là, que j'adorais. Il y avait un aspect mamie, t'es au trou du monde, tu vois personne, t'as deux vieilles dames qui viennent, qui sont censées être cool. Tu le vis bien, tu vois, t'es en mode, ah, j'ai deux petites mamies. Bah, elles ont créé des confrontations organisées par la prod où c'était purement de la nuisance. Il y en avait toujours un des deux qui pleurait, et après, quand il pleurait, la prod faisait en sorte d'envoyer d'autres personnes sur la personne qui pleure pour la démonter, tu vois. Moi, j'ai niqué plein de séquences. C'est pour ça qu'ils me détestent. Il y en a plein dans les boîtes de prod, ça a dû tourner, tu vois. Moi, par exemple, la séquence où Laura se fait attaquer par Raphaël, c'est la prod qui a dit à Raphaël qu'il faut lui dire ça, lui dire ça, lui dire ça pour la défoncer, alors que tout du long de l'émission, tous on s'inquiétait de son état psychologique. Quand ça s'est passé, moi j'ai pété la séquence, j'avais des bonbons dans la main, j'ai jeté sur la rédaction en chef. Je fais, vous êtes tous des malades, ça c'est un truc que jamais Raphaël l'aurait fait, mais tu sais que quand tu sens, quand tu as fait de la télé-réalité, ce qui est demandé et ce qui est naturel. Et il y a majoritairement des choses demandées plus que des choses naturelles, tu vois. Donc ça te blesse, tu vois, tu es en mode, c'est quoi cette prod, quoi, tu vois. Elle est capable de faire pleurer quelqu'un, de la faire vomir de tristesse et de renvoyer une heure après quelqu'un quand elle a fini de pleurer pour la refaire pleurer. C'est vrai qu'il y avait une certaine insalubrité sur ce tournage-là. De l'île des vérités. Ouais. Encore une fois, c'est propre à ces émissions qui... Secret Story avait une insalubrité parce que c'était des préfabriqués et même au bout de 3 semaines, ça commençait avec la pluie, les trucs, c'est monté rapidement. C'est joli visuellement, mais il y a des infiltrations d'eau ici, le sol, il n'est pas adapté. Dans la salle de bain, par exemple, dans Secret Story, on avait un faux gazon noir dans toutes les salles de bain. Les chiottes inclus. Comment tu nettoies ça? C'est indétoyable, tu vois. Tu n'as pas d'aspirateur et tout reste là, tu vois. Donc hygiéniquement parlant, ils ont fait un truc beau, mais ça n'a même pas de sens, tu vois. Et l'île des vérités, c'est le même délire. C'était 3 maisons qui étaient plutôt... comme à Tahiti, il fait toujours très chaud. Il n'y a pas de grands murs, c'est des sols très légers et tout. Et tu mets plein de gens dans des espaces qui sont quand même petits. Ça commence à se détruire, tu vois. En plus, il y a eu plein de bagarres. Du coup, il y a eu des portes qui ont sauté, des trous dans les murs, des sols abîmés et pas trop de ménage. Donc ouais, ça faisait un tout, tu vois. Il y a beaucoup de poules à Tahiti, donc il y avait des merdes de poules partout. Il y a beaucoup de chats, il y avait beaucoup de chats, il y a beaucoup de rats parce que c'est des espaces ouverts. Donc du coup, on avait un petit espace à côté de la cuisine où il y avait nos poubelles, mais trop de fois, tu ouvrais, tu avais des rats qui sautaient, tu vois. Mais ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie, mais c'est comme ça quand tu es dans un truc au bord de la plage avec aucune césure entre l'extérieur et l'intérieur, tu vois. Il n'y avait pas de mur. Quand tu fermais, par exemple, dans l'île des vérités, les chambres, tu avais des endroits, vu que le bâtiment était comme ça, vu qu'il fait toujours chaud, avec des creux où les chats peuvent rentrer, tu vois. Et pourtant, tu dis, j'ai fermé les portes. Tu gardes des bons souvenirs de 2011, de ta saison de Secret Story 5 sur TF1? Bah, je garde des bons souvenirs de tout. Après, j'ai connu des trucs trash, tu vois, que je te raconte là et tout. Mais c'est pas des mauvais souvenirs. C'est genre une culture générale de l'audiovisuel, on va dire. Il faut bien s'imprégner et connaître genre ce monde. Et tu peux pas le connaître différemment que d'y avoir été. Tu vois, oui. Tous les gens qui me disent mais pourquoi tu as fait ça et tout. Déjà, c'est pas une volonté que j'avais de base, ça m'est tombé dessus. Et je regrette pas parce que j'ai connu les boîtes de prod perverses. J'ai connu les gars qui se défoncent à la drogue et qui deviennent malades mentaux avec les gens qui sont invités. J'ai connu genre des stratagèmes pour faire boire machin avant le live, le direct, parce que genre on sait qu'elle boit un peu. Genre, tu vois, quand tu sais tout ça, après tu te comportes un peu différemment. Et tu sais, par exemple là sur le projet dont on va parler, tu sais quelles personnes éviter, comment aborder les choses pour que ceux qui ont la tendance à fouetter ne te fouettent pas, tu vois. Donc c'est quand même une Donc il y a culture. beaucoup de manipulation. C'est ce que je dois comprendre. Dans les boîtes de prod et tout, ouais, il n'y a que ça. Hein. Il y a beaucoup d'orientation. Énormément, tu vois, dans l'île des vérités, je reviens sur ça parce que c'est typique, c'est des copier-coller de Les Anges et tout ça, ces émissions où sur un temps donné, on doit faire un nombre d'épisodes. Il y a eu des moments où les gens ils se battaient dans l'émission, tellement que quand la prod voulait séparer, il y en a qui se faisaient péter les doigts de la prod qui devait aller aux urgences, ils se faisaient pas éjecter, et puis le lendemain, t'en as un qui dit une insulte que eux vont diffuser, et il se fait éjecter parce que genre il a été verbalement violent. Donc tout est fake, tu vois. Quand un gars pète le doigt, par exemple concret, c'était Julien Berthe, qui avait cassé le doigt d'un journaliste sur l'île des vérités. Sur l'embrouille, à un moment, il y avait séparation, tu vois. Involontairement? Involontairement, mais involontairement, quand tu as un gars de la prod qui vient pour te séparer de ta baston, involontairement, c'est plus involontaire de continuer à te battre. Tu es censé arrêter, tu vois. Donc involontairement, oui, mais et du coup, il a pété un doigt et il s'est jamais fait de tège, alors que la semaine d'après, quelqu'un se fait de tège pour un vieux truc bidon. Donc ça, quand tu le vis, t'es en mode ok, genre tout est fait jusqu'à la moelle, ils ont aucun respect des gens. Donc les proportions sont pas bonnes, les réactions sont pas forcément adaptées aux situations. Et après, genre vu que faut être dedans pour le savoir, ça crée des fausses images de qu'est-ce que c'est la télé-réalité. Tu vois, t'as presque l'impression que la violence est forcément expulsée parce que c'est ce qui est montré systématiquement à l'écran. À l'écran, quelqu'un de violent est expulsé, il est expulsé parce qu'il a été violent, alors que dans les faits, c'est pas ça, tu vois.
Dans les faits, c'est pas du tout comme ça. C'est un miroir de fumée, en fait. Bah oui, mais bon, la télé est beaucoup comme ça, et de plus en plus maintenant. Alors du coup, ça fait de plus en plus peur, tu vois. Ton secret, pour le coup, c'était pas un miroir de fumée. Nous sommes les maîtres des souterrains. Il était clairement créé, celui-là, Alors oui, sur mesure. Il était créé, ouais. Je savais pas du tout. C'était assez drôle parce que quand ils nous ont appelés, qu'ils nous ont dit vous allez faire Secret Story et tout, j'étais en mode bon bah ok, on va faire Secret. Et genre jusqu'à la veille du début, quoi, on était en mode mais quand ils nous rappelaient, tu vois. Et je disais mais c'est quoi mon secret? Et on l'a su vraiment au dernier moment, tu vois. Enfin, c'était perché. Et j'aime bien ce secret parce que pour le coup, c'était un truc assez cool. En plus, genre, il y a eu une séquence. C'est là que je me dis quand même, j'avais un bon feeling. À un moment, il fallait qu'on nomine quelqu'un à vie. Et j'avais dit, je la connaissais même pas, Ayem, mais j'avais dit, ah là là, elle dégage un truc, elle, ça sert à rien de la nominer à vie, elle sera jamais éjectée, tu vois. Parce que je me suis dit, si on a un truc, autant l'utiliser pour pouvoir sortir quelqu'un et pas mettre quelqu'un. Et in fine, Ayem, quand même, elle a vachement réussi, elle a fait plein d'émissions. Là, elle est dans un malheur absolu avec ce qui se passe dans sa vie, mais malgré tout, tu vois, il y a des gens qui sont sortis de cette émission, et Ayem fait partie des grosses têtes de cette émission, tu vois. Mais ouais, c'était la folie et ce secret était quand même était cool, quoi. En plus, c'est un peu difficile à trouver, tu vois. Globalement, ils nous donnaient ce secret, comment tu veux buzzer. Jarko et Jelko sont les maîtres des souterrains. C'est impossible, tu vois. Surtout qu'il faut la phrase complète dans son énoncé parfait. Mais vous n'avez pas demandé de prévoir un secret potentiel? Vous n'en aviez pas livré Ils nous avaient demandé, genre, qu'est-ce que vous auriez comme secret? Je leur ai dit, bon, il y a plein de trucs qui pourraient être des secrets, mais moi, je passe pas à la télé pour m'afficher avec un truc pourri qui pourrait être un secret. C'est soit j'ai un vrai secret qui est cool, soit genre j'ai un truc que vous me pondez, mais genre comme genre j'ai pas de secret cool comme ça là que je pourrais sortir, débrouillez-vous, tu vois. Et puis ils nous voulaient grave, et du coup ils nous ont pondu ce secret. Pourquoi ils vous voulaient grave d'après toi, avec du recul? De base, ils avaient déjà casté un couple de jumeaux. Donc de base, il y avait déjà des jumeaux qui étaient prévus. Après, je pense que le fait qu'on est quand même très grand, on a des prénoms atypiques, dans la balance, quand on a fait le casting et tout, ils ont dû se dire, bon, on a ce couple de jumeaux qui devait être cool aussi, j'ai rien contre eux, mais on a des jumeaux avec des prénoms trop chelous. Tu vois, Jarko, Jelko, c'est pas comme si c'était tous les jours à la télé. On est très grand, donc ça aussi, c'est genre quelque chose qui marche bien à l'image, tu vois, surtout quand tu es filmé du dessus et tout, ça fait des... Dans Secret Story, en l'occurrence, les caméras étaient très hautes. Donc des personnes grandes, ça fait tout de suite, on va dire, une disparité dans le profil des candidats qui est intéressant. Et du coup, je pense que c'est ça qui a pesé sur la balance. Après, j'étais avec mon frère, il a quand même un caractère fort et tout. Donc nous deux, moi, un peu plus sur la réserve, entre guillemets, par rapport à mon frère qui est genre beaucoup plus dans l'attaque et dans l'émancipation, tu vois. Ça a dû leur plaire. Mais à la base, ils voulaient des jumeaux, tu vois. Donc ils ont juste switché les profils qu'ils ont utilisés. Et déjà, dans ton portrait de Secret Story, à l'époque, je me souviens, tu révélais que tu étais inscrit au cours du soir en licence de biologie végétale. Bah, j'ai toujours été bon élève, donc j'ai toujours adoré les sciences, j'ai toujours adoré les plantes, j'ai toujours été passionné de plantes. Tout petit, genre à 9 ans, j'ai gagné mon premier concours, tu vois. Genre c'était un truc qui était organisé, ceux qui vivent à Saint-Denis, ils connaissent, à la fête des tulipes du parc de la Légion d'honneur. Et c'était un truc de connaissance générale, un truc qui était pour adultes en plus, tu vois. Et après, souvent, les adultes, ils venaient avec leurs enfants et ils faisaient le truc ensemble. Mais moi, j'étais solo et j'avais gagné un des prix, tu vois, qui à l'époque était un autoradio lecteur CD avec 2 cassettes et tout Sony. Ça coûtait une fortune, tu vois. C'était en 1997, tu vois. C'était un truc, personne n'avait ça, tu vois. Donc ça m'a conforté dans mon truc en mode, bon, tu kiffes les plantes, tu peux quand même en faire quelque chose, tu vois. Et après, j'étais bon élève, j'ai fait un bac S, tu vois, puis j'ai fait une fac de bio. Après, j'ai fait Secret Story et tout, qui m'a un peu fait une césure dans mes études scientifiques. Et puis, tous mes amis, eux, ils ont continué. Donc, quand j'ai arrêté, entre guillemets, ma première partie télé-réalité, je me suis dit, bon, bah, en fait, je veux pas du tout être en laboratoire avec une blouse, avec une pause à midi. Si je dois réensemencer mes boîtes de pétri le dimanche, bah, faut aller au labo le dimanche. C'est mort parce que j'avais vu mes potes qui, eux, ne l'avaient pas arrêté. Et du coup, ils étaient dans le taf, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais non, mais en fait, c'est pas ça ma life, tu vois. Et aimant les plantes, j'ai refait des études. Du coup, je me suis inscrit en école d'architecture du paysage que j'ai fini en 2017. Et de là est né ce projet qui est purement l'alliance d'une fac de bio et d'une fac d'architecture du paysage. C'est un projet incroyable que tu vas nous présenter. Tu as créé une start-up, tu es fondateur de la start-up qui s'appelle l'Iné Paysage et je pense très honnêtement, franchement, que tu vas aller très très loin. Merci, avec ta société, avec ton projet, parce qu'il est juste spectaculaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ta start-up l'Iné Paysage va connecter les villes de demain au végétal enfin, le végétal avec les habitants? J'adore parce qu'il a trop bien tout compris et tout. Mais j'ai tout lu, ce que tu m'as envoyé, ça m'a passionné. Ouais, bah, il y avait beaucoup, donc c'est trop bien. Alors en fait, l'idée première, bon, tout le monde sait qu'on est dans une phase de réchauffement climatique, plus ou moins contestée par des gens, mais maintenant, ils commencent à ne plus du tout avoir d'arguments pour contester ce réchauffement. Donc c'est quelque chose qui
qui n'est plus du tout contestable. Parce que jusqu'à récemment, il y avait encore des contestations sur est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est là et tout. Ça allait vraiment, tu vois. Et du coup, genre, donc déjà, j'adore les plantes. Donc, faut se situer sur ça. Genre, je suis un passionné du monde végétal, des fleurs et tout. Donc, comme le végétal est une solution au réchauffement climatique, bah, pendant mes études, j'avais fait l'inventaire de tout ce qui avait de vertical dans la ville. C'était mon sujet de mémoire. Et un des éléments les plus présents, c'est le lampadaire. On connaît les murs végétaux, on en a un peu partout dans le monde maintenant. On connaît la végétalisation des toits, on connaît pas mal de choses. Mais personne s'était attardé. Bah, c'est là que c'est drôle parce que l'objet le plus présent et le plus banal est tellement banal qu'on oublie même qu'il existe. Exactement. Et toi, tu révolutionnes complètement le lampadaire avec ce que tu appelles le candélabre. 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 Candélabre, oui, bon, c'est un petit jeu de mots. Non, en fait, l'idée première, c'est, comme on a des lampadaires partout et encore plus en ville, même si là, on tend à avoir des villes qui éteignent les lampadaires la nuit, mais ça crée des problèmes d'insécurité et tout. Globalement, la lumière, la nuit, tout le monde la veut, parce que tout le monde se sent safe. Les grosses villes denses, entre les meufs qui ont peur de te faire agresser et même nous, les gars, qui voulons juste bien voir où on va, ça va jamais disparaître. Au détriment de la faune. Ouais, au détriment de la faune. C'est-à-dire que en plus d'avoir des lampadaires qui éclairent avec des lumières bleues qui ne sont pas du tout bonnes, là on commence depuis ces dernières années à avoir des lumières bleues qui sont nommées et dites comme nocives. Maintenant c'est presque dans l'inconscient collectif, maintenant on sait que les lumières bleues c'est nocif. Pourtant elles sont partout, là tes spots il y a de la lumière bleue, dans la rue il y a la lumière bleue, partout. Et en fait, bon, c'est une petite digression, mais les lumières bleues dans toutes nos lumières, elles jouent sur nos cycles hormonaux naturels. C'est-à-dire que tous les êtres vivants de la Terre, je vais exclure les plantes du côté cycle hormonal, mais tous les êtres vivants, la faune, les animaux, donc que ce soit les oiseaux, les insectes, nos organismes, donc c'est comme ton cœur y bat, comme ton sang circule, tu ne le contrôles pas, c'est des choses qui se font naturellement, qui se régulent quand tu vas courir vite, bah, ton cœur il va augmenter son rythme cardiaque. Et bah, les lumières bleues, c'est elles qui paramètrent nos cycles hormonaux. Et du coup, genre le fait de s'éclairer avec des lumières bleues, ou d'avoir de la lumière bleue dans n'importe lequel de nos lumières, en plus, la lumière bleue, on a partout. Quand vous achetez une lumière là, dans la rue que vous voyez jaune, il y a du bleu dedans. Et c'est pour ça qu'ils nous vendent maintenant les lunettes filtre bleu pour les ordinateurs, etc. Bah, ça aussi, parce que genre, les lumières bleues, ça va exciter davantage les yeux, les messages neuronaux et tout. Donc ça peut créer des crises d'épilepsie, ça peut créer des crises d'autisme et ça crée des cancers de la rétine. Maintenant, c'est des faits avérés scientifiques, mais c'est récent et pas si récent à la fois que du coup, le monde industriel s'est pas encore adapté. Donc nous, je reviens sur ça. Oui, parce que là, tu es en train de m'inquiéter. Là, je vois la lumière, je te jure, je suis pas bien. Mais vraiment, c'est nocif. Après, tu vois, tu peux pas avoir l'argent du beurre et le beurre. C'est-à-dire que si tu veux avoir une bonne restitution des couleurs, c'est-à-dire là, on est en tournage avec du rose, du bleu et tout, tu es obligé d'avoir du bleu et entre guillemets tout l'arc-en-ciel. Okay. Sinon, tu vas diffuser des images qui seront erronées par rapport à la réalité des couleurs, tu vois. Donc, entre guillemets, il y a des cas de figure où tu ne peux pas y échapper, à moins que tu dises, bon, bah ok, les gars, sur Aja ou sur les interviews, bah, il y a ces couleurs, vous ne les verrez plus, elles sont marron ou genre, tu vois, mais les gens ne sont pas encore prêts à ça. Je pense que le monde tend vers ça, parce que ce sera nous respecter, mais on n'y est pas encore, tu vois. Et donc toi, tu as vu dans ces lampadaires qui pullulent dans nos villes? Eh ben, j'avais fait une digression sur la lumière parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont reliés. Donc à la base, on transforme un lampadaire avec un système breveté et allié à des plantes grimpantes en arbre. Entre guillemets, tu vois. Parce que les lampadaires, ils font 8 mètres. Donc, du coup, une fois que tu mets une grimpante avec un volume qui peut faire jusqu'à 5,50 m de large, tu vois, bah, 8 mètres sur 5,50 m, c'est un arbre, tu vois. Globalement, dans l'esprit de tout le monde, c'est la taille d'un bel arbre. Du coup, je transforme mes lampadaires en arbres. Donc, du coup, en plus, avec notre fabricant-distributeur qui est leader mondial du marché, qui s'appelle Valmont, on peut associer l'option brumisateur sur notre lampadaire avec sa surface de feuilles. Et du coup, on transforme en plus de le transformer en arbre, on le transforme en espèce de climatiseur 2.0. Et ça, ce sont des totems de biodiversité donc qui peuvent être mis en option sur les fameux lampadaires que tu appelles des candélabres. Exactement. OK, et qui permettent à une certaine faune de pouvoir se reproduire. Et tu vas nous expliquer pourquoi c'est important de ne pas mettre de côté les abeilles, de ne pas mettre de côté les oiseaux, de ne pas mettre de côté toute cette faune qui disparaît de nos villes. Exactement. Donc déjà, ça me fait hyper plaisir de parler d'écologie et tout. Les gens s'y attendent pas trop, tu vois. Mais bon, après, s'ils fouillent un peu dans ma vie, et comme tu l'as dit, je suis un peu connecté à la nature depuis toujours. Comme on a transformé un lampadaire en arbre, très vite, on a été confronté au fait que si on transforme un objet inanimé, entre guillemets, élément du biotope, genre quelque chose qui fait partie de l'environnement, mais sur laquelle la vie se fixe, comme une roche, tu vois. Enfin, du métal, ça reste un caillou, entre guillemets, tu vois. Un caillou qu'on a travaillé. Donc du coup, ces éléments qui sont minéraux,
on y a apporté le végétal. Et de la même façon qu'on a transformé le lampadaire en arbre, on s'est dit, bon, bah, maintenant que c'est un arbre et que ce n'était pas censé être un arbre, bah, sur les arbres, il y a des abeilles, sur les arbres, il y a des passereaux, des petits oiseaux, sur les arbres, il y a des chauves-souris. Donc, comme notre lampadaire, bah, il n'y aura pas un trou dans son tronc vu que ça reste un poteau, bah, il faut qu'on imagine des nouveaux habitats. Et en fait, on a fait une espèce de veille sur tout ce qui existe sur le marché. Et sur le marché, je vais le poser... Ouais, bien sûr, regarde, tu peux le mettre à côté de toi même. Hein. Je ne sais pas où est-ce qu'il peut avoir... Je vais le mettre là. Ah Parfait. non, là, il ne se voit pas. Regarde, sinon je le mets à côté de moi. Mais là, c'est bien. Attends, on fait un petit bruit. Allez, parfait, tu nous fais les bruitages en même temps. Alors du coup, on a été confronté au fait que sur le marché mondial des habitats pour la faune sauvage, bah, encore une fois, d'une manière un peu anthropocentrée, on s'est arrêté à la première étape. C'est comme si qu'on proposait à la faune une maison sans toit ou sans porte. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tous les habitats pour la faune sauvage, c'est des caissons en bois avec des ouvertures adaptées aux espèces. Sauf que les espèces, elles ont des prédateurs. Comme toi, tu as un cambrioleur ou quelqu'un qui va venir te stresser, s'il met sa tête devant ta fenêtre, tu mets des volets, tu mets des rideaux. Globalement, genre les petits passereaux, eux, ils ont les pies, les corbeaux et tout qui les stressent. Donc du coup, c'est la même chose pour les chauves-souris, elles ont des prédateurs qui peuvent les stresser si elles viennent voir les trous. C'est la même chose pour les abeilles qui passent leur vie, abeilles sauvages solitaires, qui passent leur vie à charger des petits trous ou pondre leurs larves, entre guillemets, leurs œufs. Elles aussi, elles essayent de trouver des endroits qui vont être abrités du regard du prédateur, en l'occurrence des pics, les pics qui viennent bouffer les larves. Du coup, on a créé des nouveaux habitats qui n'existent pas sur le marché, qui sont pour l'instant proposés aux grands acteurs publics à travers le monde entier, où on a rajouté une partie en aluminium, cette partie qui s'appelle l'involucre. L'involucre, c'est la partie qu'il y a sur les noisettes. À la base de la noisette, tu as des petites feuilles comme ça là. Oui, donc ça protège des prédateurs, voilà. Ça protège peut-être aussi de la lumière trop intense. Ça essaye d'imiter exactement genre un jeu d'ombrage à travers un feuillage, à travers le motif en découpe laser. C'est de l'aluminium, du coup ça rouille pas. Ça protège contre les prédateurs. Là en l'occurrence, c'est un petit modèle pour les passereaux. Donc il y a 3 espaces nids. Et là, l'espacement, il a été étudié pour que la cage thoracique des prédateurs, corbeaux, pies et tout, c'est trop gros, ça passe pas. Les perruches à collier, maintenant, il y en a de plus en plus, c'est des perruches vertes, là, il y en a un peu partout. Eux, elles ont tendance à suivre les petits oiseaux et à déloger les parents pour se péter à leur nid. Parce qu'elles sont en manque de nid, parce qu'on a tendance à... Alors ça, c'est un autre problème, on a tendance, avec les assurances et les gestions des parcs et des forêts, à couper des canards un peu creux parce qu'on a peur que ça nous tombe dessus. Mais du coup, il n'y a plus d'espace creux pour les petits oiseaux. Et de moins en moins. Du coup, en plus des pies, des corbeaux qui viennent bouffer les petits, il y a les perruches à collier qui sont invasives maintenant, qui sont de plus en plus nombreuses, qui délogent les petits oiseaux pour leur péter à leur nid. Donc ça empêche aussi les perruches à collier de venir attaquer. Et l'autre avantage, c'est que, par exemple, c'est pour ça que j'ai ramené le modèle passereau, au printemps, quand les petits pensent qu'ils peuvent voler parce qu'ils ont assez grandi, ils peuvent soit chahuter et sortir du nid, soit ne pas assez bien voler et pensant qu'ils le peuvent, tomber par terre. Et en fait, au printemps, ça obstrue toutes les associations. Les associations en période de naissance des petits passereaux. Il y a tellement de petits oiseaux qui tombent partout que des gens bienveillants, heureusement ils existent, ils ramènent ça dans les assos et ça remplit toutes les associations. Donc là, si le petit tombe, il ne tombe pas par terre, il est retenu par le petit profil. Le parent finit de le nourrir et après il s'envole. Donc c'est vraiment des nouveaux objets qui vont sur poteaux, sur murs et tout, adaptés à la ville, adaptés même, je dirais, au monde actuel, parce qu'on est dans une mondialisation des produits, mais on est dans une mondialisation des espèces. C'est-à-dire que dans le futur, on tend vers une uniformisation des espèces, en tout cas par climat, tu vois. Mais en fait, tu apprivoises la nature, concrètement, quelque part, plutôt que de la soumettre. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de soumission par rapport à des productions télé, mais là, toi, tu ne la soumets pas à la nature. Ton objectif, ce que je comprends, c'est que tu veux vraiment l'acclimater, l'adapter au quotidien. C'est-à-dire pas transformer radicalement le quotidien de tout un chacun dans les villes comme on le connaît, mais en fait, adapter le mobilier urbain à la biodiversité. Exactement. Je trouve que c'est... Tu vois, on est un peu une espèce parmi toute la faune. On a encore du mal à réellement se classer. Il y a encore plein de reportages où, par exemple, cet été, quand il faisait chaud, j'ai vu des banderoles dans les magazines d'infos, à la télé, qui disaient les animaux souffrent de la chaleur. Et il y a encore mentalement, il y a encore chez beaucoup de personnes, même dans les médias, un fossé qui serait qu'on serait presque pas animal. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, et qui nous met au-dessus des animaux. Qui nous met au-dessus, mais qui, en plus de nous mettre au-dessus, limite nous exclut même du monde animal, tu vois. Complètement. Donc c'est pas le cas, on est quand même un animal de base, tu vois, un mammifère, hominidé, avec des ongles plats, qu'on partage en caractère, même les empreintes. Il y a quand même pas mal d'espèces de grands singes qui ont des empreintes digitales comme nous. Et notre avantage, je dirais, c'est qu'on est censé faire lien de tout, et pas genre détruire tout. Tu vois, c'est ma vision du monde, tu vois. Du coup, genre, on a quand même cette intelligence de pouvoir écrire des livres, d'envoyer sur Internet et que l'info circule et que, genre, de connecter tout ça et d'en faire quelque chose. Et on a la possibilité, nous, d'agir. Et
quand on voit les trucs pessimistes, genre, c'est vrai que c'est un gros bordel, mais on a largement tous les compétences de tout réparer assez vite, tu vois. Il faut juste qu'on se donne les moyens. Tous les cerveaux humains, même quelqu'un qui se dirait bête, il a la capacité, s'il se pose et qui se concentre et qui met l'intention de faire quelque chose, il fera toujours quelque chose de positif. Pourquoi ton projet, là, pourquoi je ne le vois pas dans tout Paris? Pourquoi les totems, les lampadaires écologiques qui sont transformés en arbres, je ne les vois pas dans ma rue? Pourquoi je ne les vois pas en bas? Ça devrait être partout, c'est extraordinaire. Eh ben, merci beaucoup, genre, c'est bien que tu penses ça. Alors déjà, je trouve que tous les gens qu'on a abordés jusqu'à maintenant, tout le monde a cette réaction hyper positive. Donc déjà, on est hyper rassurés, contents. Ça met du temps. Toutes les villes de France sont au courant que ce produit existe. Vraiment, quasiment toutes les villes, même les petits villages. Le process de la construction de la ville, c'est un autre débat, mais la ville, elle se construit par des mécanismes qui sont genre ancré dans sa structuration, genre comme toi pour faire cette émission, tu fais des fiches, tu révises et tout, tu structures peut-être même l'espace s'il y a trop de gens et tout. Ben, la ville, c'est à peu près la même chose et ces réflexions de structuration de que sera la ville dans le futur, c'est des trucs qui prennent énormément de temps. Je me dis que toi, des fois, tu dois bien passer 1 semaine, voire 2 semaines à préparer quelque chose. Bah, la ville, ça met 2-3 ans. Donc du coup, genre, c'est dans le petit parallèle que je te ferai. Donc on a commencé à proposer ça aux villes et à prospecter via le réseau commercial il y a à peu près 1 an et demi. Donc on est encore dans cette phase où les villes l'ont su et ça va venir. Donc ça devrait arriver un peu partout. On a des villes qui seront parmi les premières, donc je ne peux pas donner trop de noms, mais ça va arriver d'ici le mois de juillet. Strasbourg à tous les coups. Bah, ils sont toujours précurseurs. Bah, j'espère. Pour l'instant, ils ont été démarchés. En effet, Strasbourg a été démarché. Mais c'est tellement nouveau que déjà, on est confronté. Encore une fois, là, on revient un peu sur le thème partagé avec la télé-réalité. On revient à l'ego des gens. Quand c'est trop nouveau et on a besoin de beaucoup t'expliquer pour comprendre, tu as tendance à te détacher de la chose. Parce que genre, ça vient confronter tes connaissances et tout. Certains attendent que ça devienne une évidence. Voilà, en fait. Exactement. Donc c'est comme le premier gnou. Il y en a des milliers. Il n'y a personne qui veut sauter dans la rivière. Et quand le premier saute, tous les autres suivent. Donc on espère que ce sera le même parallèle qu'on pourra faire. Mais jusqu'à maintenant, tout le monde est emballé par l'idée. On est vraiment confronté à ces espèces invasives, que ce soit la perruche à collier. Donc en plus, il y a la perruche à collier, mais maintenant il y a d'autres espèces de perruches. Il y a 2 autres espèces qui commencent à se naturaliser. On va sûrement avoir encore plus d'autres espèces qui ne seront même pas des perruches. Donc on sait qu'on doit agir pour protéger ce qu'on a. Tu vois. Donc, et ça, c'est une réponse innovante. Il n'y a jamais eu d'espace dédié à la vie, à la faune, qui prend en considération les prédateurs. Tu crées une forêt urbaine. Voilà, exactement. Ce que tout le monde tend à avoir, tu vois. Oui, mais jusqu'à présent, il y a beaucoup qui pensent que la forêt, c'est dans la forêt, la ville, c'est dans la ville. C'est pas possible d'allier les deux. Si, toi, possible. tu maries les deux univers. C'est possible, tout est possible. Si, justement, c'est possible, mais ça demande de la volonté, de l'innovation. Tu vois, là, en plus, que ce soit mon lampadaire qui devient arbre, ce totem de biodiversité qui prend en considération les prédateurs ou notre lumière, ça reste des choses qui sont censées être simples, mais que personne n'avait pris... Personne n'avait fait l'effort de s'intéresser scrupuleusement à ça. Mais oui, parce que maintenant que tu le dis, heureusement que tu l'as breveté, hein, maintenant que tu le dis, franchement, la première chose que je me suis dit, mais attends, mais c'est vrai en fait, pourquoi personne n'y a pensé? Bonne question, je sais pas. Ça, c'est un mystère. C'est extraordinaire dans ce sens-là. Tout début, quand j'ai breveté le lampadaire, c'était vraiment, il n'y avait même pas de totem, rien. C'était tellement un truc, comme tu dis, que tu penses que ça existe, que quand j'ai été contacté par le Bosquet des innovations de Jardin Jardin, c'est un salon qui est dédié au monde du jardin et du paysage qui a lieu au Jardin du Louvre, au Jardin des Tuileries. Donc elle m'avait contacté, la meuf, par des biais, par des réseaux de mon école et tout. J'étais hyper surpris parce que je ne m'y attendais pas. Et quand je lui avais envoyé la petite présentation, elle m'a rappelé, elle m'a dit, je suis bien embêtée de vous accueillir dans le Bosquet des innovations, mais ça existe déjà. Et je lui dis, non, ça n'existe pas, je vous assure. Moi aussi, je me suis posé la même question. Mais je l'ai breveté, j'ai fait des recherches. Non, ce n'est vraiment pas quelque chose qui existait. Et elle a été tellement choquée que c'est tellement évident quand tu regardes le truc, que j'ai eu un espace immense et que du coup, elle m'a invité hors concours et j'ai eu un espace, genre, j'avais free access sur autant de surfaces de sol que je voulais, j'avais l'électricité, j'avais le meul, j'avais tout pour faire mon stand magique, gratos, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est un truc, quand tu le vois, tu te dis, mais pourquoi ça n'existe pas avant, tu vois. On a fait des murs végétaux avec des technologies d'arrosage automatique, avec des rigoles qui récupèrent l'eau, avec des espèces de substrats ultra high-tech et tout pour faire pousser des trucs contre des murs et on le fait très bien. Mais un truc tout simple, genre des grimpantes qui existent depuis la nuit des temps, tu vois. On ne les manie pas, tu vois. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. Tu vois, dans Secret, ton secret, c'était nous sommes les maîtres des souterrains. Là, tu deviens un maître de la biodiversité. Et vraiment, félicitations pour Merci. ça. Juste une petite question. Parce que j'ai vu ça dans ta présentation quand tu parles des plantes. Et s'il y a bien une personne à qui je dois poser cette question, c'est à toi, parce que les plantes et toi, ça fait qu'un.
Tu expliques que les plantes ont conscience de leur corps dans l'espace. Ouais. Tu parles de phytoacoustique. Tu dis que les plantes entendent. Ouais. Tu parles d'altruisme. Tu dis par les airs et par leurs réseaux souterrains, les plantes communiquent et forment une entité soudée. Tu parles également de filiation en disant qu'elles reconnaissent leur progéniture par leurs racines, qu'elles établissent des actions concrètes pour les soutenir dans leur développement. Ouais. Les fleuristes sont-ils des criminels ? Alors, ça, c'est une bonne question. Mais alors, la réponse que j'aurais, parce que ouais, c'est une bonne question. Moi, je vais dire que le monde, il est censé être magique. C'est-à-dire que si tu vas dans un endroit préservé, là, par exemple, j'étais en forêt il n'y a pas longtemps dans ma petite ville qui a une friche. Là, en ce moment, c'est la période de floraison des jacinthes sauvages. Tu as des endroits où tu as l'impression d'être au paradis. Tout le sol recouvert de jacinthes bleues et tout. Donc, de base, tout est magique, ce qui nous entoure. Mais l'homme a tout détruit la magie, donc il ne la voit plus. Donc, pour aller dans le sens des fleuristes, c'est toujours utile d'amener de la magie par le végétal, parce que c'est vraiment des belles choses, même coupées, parce que sinon, on oublierait même que ça existe. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu mets des jolis bouquets quelque part, ça rappelle aux gens que la magie du monde qui nous entoure, elle est belle, elle sent bon, elle est agréable. Donc si on commençait même à retirer, je conçois qu'on les coupe et tout, mais à retirer cet élément qui fait préserver la beauté, même chez les gens les plus déconnectés du monde végétal, parce qu'ils auront toujours un beau bouquet du fleuriste, on détruirait la terre encore plus vite. Mais est-ce qu'elles souffrent, les plantes ? Quand tu la coupes, ça dépend comment c'est cultivé. Si c'est cultivé en mode à l'arrache avec des destructeurs, avec des grandes parcelles, je dirais que l'acte de produire est destructeur. Mais la plante, non, elle souffre aussi, tu vois, mais une plante, c'est en dehors de l'altruisme, quand elle reconnaît ces petits, ce que j'avais écrit, de base, elle ne nuit pas d'être abîmée. Donc ça pourrait être aussi un leitmotiv pour l'humain. Il ne faut pas t'énerver quand tu te fais abîmer, il faut accepter d'être abîmé et reconstruire pour être mieux, tu vois. Parce qu'une plante, quand tu vas venir la tailler, par exemple, on va dire elle souffre forcément. Surtout que là, dernièrement, on a découvert qu'elles émettaient des petits sons par saccades, comme ça, en mode morse, qui étaient partagés par toutes les plantes, plus ou moins. Donc c'est quand même assez intense, tu vois, en découverte récente. Donc là, il y a tout un monde sur les plantes, c'est, on va dire, 20 dernières années, qui commence à émerger dans la connaissance scientifique sur des aspects dont on ignorait complètement même que c'était possible. Et quand tu coupes une plante, donc on va dire qu'elle souffre, mais elle l'accepte, tu vois. Elle n'a pas le choix. En général, en réaction, elle va avoir un tas de réactions, c'est-à-dire qu'elle va augmenter son système racinaire, qu'elle va... Okay. Donc elle compense, tu vois. C'est-à-dire que si elle sait qu'elle va être abîmée et qu'elle avait ses racines pour un volume de corps et une surface de feuilles données, si tu commences à la couper, elle va se dire, ça veut dire qu'on va pouvoir me recouper bientôt, mais moi, je dois quand même pousser. Donc, elle se booste elle-même, tu vois. Un peu comme nos cheveux. Voilà, ou un peu comme ce qu'une personne devrait faire. Si on t'agresse, tu n'es pas censé montrer que tu te vis mal, tu es censé raisonner et dans ton fort intérieur, on va dire les racines que tu ne vois pas, te reconstruire différemment pour pouvoir revivre la même chose. Ce qu'on appelle apprendre de nos erreurs. Voilà. Merci Jarko. J'ai adoré cette interview. Mais vraiment, j'ai bu tes paroles. C'est génial le projet que tu as monté. C'est un vrai projet. C'est du concret. Tu vas aller méga loin, mais je crois que j'ai même pas besoin de te le dire. Merci. Si on veut approfondir et découvrir ta passion pour les plantes, pour la nature, pour la biodiversité, on peut se rendre sur ton compte Instagram et j'imagine que tu donneras également toutes les informations concernant l'avancée de ton projet, de ta start-up. Ton compte, c'est Jarko, Z-A-R-K-O-O. C'est un catalogue comme ça qui est un peu en mode assez exhaustif, donc vous trouverez toutes les infos, mais vous pouvez aussi aller sur linepaysage.com, donc c'est L-I-2-N-E-paysage.com. Et là, il est très simple le site, mais vous allez sur plus d'infos et vous irez sur notre fabricant revendeur. Vous allez trouver ce catalogue et toutes les informations qui sont dedans, qui sont un explicatif complet de les espèces ciblées, pourquoi il faut les protéger, qui sont leurs prédateurs, et ainsi de suite. Mon Dieu, j'étais en interview avec une sorte de Bill Gates des temps modernes. À très bientôt, Jarko. À très bientôt. Merci pour tout et merci de nous avoir suivis. Bye bye. Bisous.